Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 39 de Demon Slayer, chapitre qui se nomme Réminiscence. Voilà, donc chapitre qui est plutôt intéressant, bien qu'il va se passer un petit Deus Ex Machina sorti un peu de nulle part à la fin du chapitre, hein. Mais voilà, on va en reparler dans cette vidéo. Du coup, on démarre avec Rui qui va nous partager sa propre vision de la famille en disant que chacun dans une famille est censé avoir sa propre place, donc un peu ce qu'il présente sur la photo, où chacun a un rôle à jouer. C'est les parents jouent les rôles de parents et protègent leurs enfants. Ensuite, le grand frère, la grande sœur, eux, ils sont censés jouer leur rôle de frère et sœur, mais comme ils sont plus âgés, ils ont également censé avoir ce rôle de protéger le petit frère. Et Rui a cette position du petit frère que tout le monde est censé protéger. Voilà, les grands frères, les grands sœurs, les parents. Et en fait, le gars, il s'est pas créé une famille aimante, en fait, il s'est créé une garde rapprochée, quoi. C'est en mode, voilà, toi, t'es censé être ma mère, mon père, mon frère, ma sœur, mais en réalité, vous êtes juste là pour me protéger et que moi, je fasse ce que je veux. Et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'en termes de groupe de méchants, déjà les araignées, c'est un côté un peu horrifique, hein. Les araignées étant euh, l'une des choses qui effraie le plus de personnes sur la planète, hein. Et, euh, et en même temps, j'aime bien parce que ça n'a pas ce côté genre très classique, genre d'un boss avec ses hommes et tout qui vont combattre les héros et tout. Là, on a quelqu'un qui essaye de se créer une fausse famille. Enfin, je trouve qu'il y a un truc bien particulier dans ce groupe que j'aime bien. Alors, honnêtement, c'est pas mon arc préféré, celui avec les araignées, mais le délire qu'il y a autour de la famille d'araignées, je trouve vraiment très intéressant. Et notamment, Rui rajoute que pour lui, les, euh, comme les parents et les grands frères et sœurs sont censés protéger le plus petit, mais ils sont censés donner leur vie pour lui. Et lui, c'est ce qu'il attendait de cette famille qui s'est créée et qui n'est jamais arrivé. Alors, qui n'est jamais arrivé au sens où on l'entend, parce que certes, lui, on l'a jamais cherché à le protéger, mais on a bien vu que le père s'est bien et bien interposé lorsque Inosuke et Tenjiro sont tombés sur la sœur. Voilà, il s'est mis là pour la protéger, mais on voit bien que personne ne tente réellement de protéger Rui, puisque ils ont totalement peur de lui. Et pour ça, comme lui, il a cette vision-là de la famille, c'est on doit me protéger et donner sa vie pour moi, et qu'il a vu Nezuko protéger, tenter de donner sa vie pour protéger Tanjiro, il se dit je la veux, elle représente ce que je veux dans ma famille, donc je veux que ce soit ma grande sœur. Sauf que la différence, c'est que Rui lui veut obliger les gens à se comporter comme ça, alors que Tenjiro, lui, n'a absolument rien demandé euh, à Nezuko. Nezuko l'a fait parce qu'elle aime son frère. Elle le fait pas parce qu'il l'ordonne de le faire. Et c'est là où le parallèle est très intéressant. Comme Tenjiro ne fait rien, Rui va récupérer Nezuko avec ses fils, sauf que Nezuko ne se laissera pas faire, notamment en griffant Rui au visage lors d'un assaut de Tenjiro. Donc
rend compte que l'alliance de Rui Nezuko est quasiment impossible de se produire. Voilà, super visage de Rui a pris coup de griffe de Nezuko. Et du coup, après l'assaut de Tenjiro, ce dernier remarque que Nezuko est en l'air dans les fils et pleine d'ouverture, pleine de sang. Je sais pas si j'ai pris une photo de ça, regarde. Non, pas du tout. Euh, et, euh, et du coup, Rui fait ça tout simplement pour punir à Nezuko, puisque lui, dans sa tête, de toute façon, que Tenjiro le veuille ou non, il va partir avec Nezuko. Voilà, il s'en fout de ce qu'on lui dit, c'est voilà, Nezuko, elle va m'appartenir, elle sera ma grande sœur, et puis c'est tout. Mais je veux qu'elle soit docile, je veux qu'elle obéisse aux ordres, et pour que cela se fasse, il faut la punir. Voilà. Et du coup, pour ça, comme on voit sur le petit texte, hein, voilà, il est prêt à la torturer, à la laisser se vider de son sang et tout, euh, et très certainement même le faire plusieurs fois s'il le faut, pour que Nezuko soit obéissante. Euh, et Rui me va même menacer euh, de la laisser au soleil si, si Tenjiro devient trop gênant. Donc menace très importante puisqu'on sait que le soleil a un effet fatal pour les démons. On a notre héros qui se retrouve un peu dans une impasse face à Rui. Du coup, afin de récupérer sa sœur, Tenjiro va quand même tenter de combattre, notamment en utilisant le 10e mouvement du souffle de l'eau, en espérant être assez précis pour tuer Rui d'un seul coup. Bien sûr, vous en doutez, euh, Tenjiro ne peut pas réussir à l'exploit de Tomioka sur le père sur une lune démoniaque. Euh, Bien que Tenjiro ne réussira pas à tuer directement Rui, il arrive quand même à couper des fils, chose qu'il n'avait pas réussi à faire. Euh, mais Rui enverra alors la prison de fils pour le tuer, et en voyant sa vie défiler devant ses yeux, un peu comme Inosuke plus tôt, Tenjiro verra son père qui lui dira de contrôler son souffle pour devenir le dieu du feu. Alors ça c'est la photo que vous aurez en conclusion. Euh, et, euh, et du coup, alors je sais pas s'il va contrôler le feu dès ce chapitre-là ou dès le suivant. Ouais, non, le chapitre il se termine sur son père qui lui explique la chose. Donc voilà. Alors comme je disais, on arrive un peu sur un Deus Ex Machina puisque je veux dire, c'est pas quelque chose. Enfin, du moins quand on en arrive là, on verra avec le chapitre suivant comment c'est mené, mais quand on en arrive là, je trouve que c'est mal foutu. Parce que dès le début du manga, Tenjiro, on sait qu'il contrôle le souffle de l'eau, il combat avec le souffle de l'eau, il a été entraîné avec le souffle de l'eau, et à aucun moment du manga, jusqu'à ce moment-là, on nous explique que tu peux contrôler plusieurs souffles, plusieurs pouvoirs différents. Et d'ailleurs, même quand tu vois les piliers, ils possèdent tous un seul pouvoir ou quoi que ce soit. Et là, d'un coup, le héros, il a un flashback de son père qui lui dit vas-y, gars, tu peux contrôler le souffle du feu. Quoi? Tu dis, attends, tu dis quoi là D'autres héros ils contrôlent l'eau et là d'un coup tu apparais comme ça dans une vision et tu lui dis qu'il peut contrôler le feu. À quel moment? Enfin, je veux dire, ça aurait été plus intéressant si on nous avait expliqué à travers un petit dialogue avec, je sais pas, Uromadaki ou quelque chose comme ça, que un chasseur pouvait aspirer à avoir plusieurs pouvoirs ou euh, dans certaines familles ou si tu es assez puissant tu peux en avoir deux, enfin je sais pas, mais ça aurait été bien tu vois qu'on puisse laisser des petites traces un peu comme fait souvent Eiichiro Oda, il laisse des petits indices et un peu plus tard tu as la révélation. Là l'auteur a fait un peu l'inverse, ce qui fait que là on nous dit comme ça d'un coup, vas-y, contrôle-toi et tu vas contrôler le feu.
Et vraiment, on nous balance ça comme ça d'un coup. Et un peu plus tard, on essaye de nous expliquer, alors très maladroitement, parce qu'en fait, à aucun moment on nous explique. Alors, au moment où j'en suis, encore une fois, là où j'ai fini ma lecture, actuellement, c'est après. euh, En fait, c'est même pas. C'est après le train de l'infini, mais même au début du quartier des plaisirs, puisque c'est avec le, le pilier du vent, je crois, qui vient chercher une petite fille et tout pour servir d'appât, et que Tenjiro, Inosuke et Zenitsu vont prendre sa place. Du coup, j'en suis là, dans ma lecture. Euh, et du coup, jusque-là, alors certes, Tenjiro va faire des recherches sur le souffle du feu, euh, et on va nous expliquer des choses autour des souffles en général, mais on va pas réellement nous expliquer qu'est-ce qui fait que Tenjiro puisse en posséder deux souffles. On nous explique pas, on comprend plus ou moins des petites choses de nous-mêmes, mais on nous explique pas encore réellement, et ça je trouve ça dommage, parce que du coup bah, c'est un pouvoir qui sort un peu de nulle part, et ça je trouve ça un peu dommage. Et d'ailleurs, il y a des parodies de l'animé qui reprennent ce moment-là pour faire des blagues dessus, parce qu'effectivement le moment est un peu what the fuck quoi. C'est le mec, ouais, je suis à deux doigts de mourir et boum, il y a un power-up qui sort de nulle part grâce à une vision du passé, tac, qui permet de sauver le héros. C'est ouais, c'est pas la meilleure façon d'amener un power-up, ce qui est un peu dommage parce que jusque-là le manga était très très bon. Alors je dis pas qu'il devient mauvais après, hein, c'est qu'un tout petit détail, mais ce petit détail malheureusement crée un défaut dans le manga qui pourtant jusque-là était vraiment très très bon. Alors par la suite il redevient très très bon. Enfin, je dis pas que ce détail gâche le manga, mais je trouve que c'est dommage au vu de l'écriture générale du manga, de ce que j'ai lu pour l'instant, est très bon. Je trouve ça dommage d'un coup de nous sortir un truc comme ça, un peu d'un chapeau. Voilà. En termes d'écriture, je trouve ça dommage parce qu'il y a des très bonnes choses un peu partout, et là je trouve que c'est un peu raté. Du coup, on va conclure sur ce chapitre 39. Donc, chapitre 39 qui commence très très bien avec voilà, la vision de la famille de Rui qui est très intéressante. Nezuko qui se laisse pas faire, qui veut pas rejoindre Rui, qui veut rester avec Tenjiro. Tenjiro qui tente tout de même d'affronter la lune démoniaque, notamment pour récupérer et sauver sa sœur, hein, puisque Rui n'hésitera pas à tuer Nezuko si Tenjiro le saoule de trop, et également parce que Tenshiro veut pas voir sa sœur souffrir. Euh, et puis bon bah comme je disais, on a un peu cette fin un peu moyenne, voilà, avec son père qui lui dit que voilà, s'il se débrouille bien, il peut contrôler le souffle du feu, machin. Euh, voilà, qui honnêtement moi me pose un peu problème. Ça me pose un peu problème, et bon, c'est comme ça. Heureusement, le reste est vraiment bon pour un peu enterrer ce moment un peu gênant, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, encore une fois, ma lecture date d'il y a quelques mois. Donc j'ai pas non plus tous les dialogues et tout précis en tête. Donc je fais un peu avec ma mémoire, mais même dans ma mémoire, c'était pas si précis que ça. Et en plus, si toutes les parodies en plus reprend précisément ce moment-là un peu pour s'en moquer, c'est que c'est pas le moment le mieux foutu du manga. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chapitre, et on se dit à très bientôt pour de